cœur de la forêt, claquement des mains, des pieds martelant le sol, tout près d'un ruisseau qui slalome entre les pierres en gloglotant bruyamment. Le chant guttural des crapauds, les stridulations des grillons, les murmures des démiurges, tapissant en sourdine les sous-bois. Un battement d'ailes au loin, c'est une orfraie qui prend son envol. Toutes ces sonorités, portées par un vent complice, iront s'encastrer dans ces essences majestueuses d'où fleuriront mvettes et balafons, premiers instruments scandant à tue-tête les notes d'une musique vibrante, effusive, quelquefois apaisante. Voilà là, posée sur un chevalet, la toile génésiaque du Bikutsi. Le Bikutsi est un conglomérat des rythmes de la grande communauté Ekan. La grande communauté Ekan, c'est les habitants originaires des 3 régions du centre, du sud et de l'est. Le Bikutsi, c'est la forme pluralisée du terme akutsi, c'est-à-dire frapper le sol. Akut, frapper, et si, le sol. En fait, c'est la manière de danser ce rythme qui lui a donné le nom. Parce qu'initialement, le Bikutsi se dansait en tapant des mains, en claquant des mains et en tapant, frappant énergiquement le sol de ses pieds, comme le faisaient nos mamans autrefois dans nos villages. En réalité, il s'agit de Ikutsi. Mais Ikutsi vient réellement d'un ensemble de choses sociales. Pourquoi? Vous savez, dans nos cultures africaines, il y a des maisons qui sont généralement abandonnées par des personnes qui sont décédées. Et ces maisons ont souvent des grandes herbes et sont fermées, les portes parfois sont délabrées, etc. dans nos différents coins et dans nos différents villages. Ces maisons en langue ewondo s'appellent Ikunda. Ikunda, donc la maison délabrée. Et pour aller dans Ikunda, il faut faire Ikutsi. Donc il faut taper les pieds au sol pour que l'âme du défunt ou des défunts appartenant à ces biens ou dont les biens appartiennent à la famille ne se révolte pas, notamment pendant les cérémonies mortuaires ou les cérémonies heureuses, cas des mariages. Quand on va donc faire Ikutsi, on se met un samba, on se met en rang et on y va à la queue leu en justant la danse des épaules, du dos, pas de la zone de la ceinture, de la tête et des pieds, en chantant fort et en tapant des pieds véritablement forts pour ça faire vibrer la maison et lui donner un sentiment de vie précieuse. Sur le plan purement anthropologique, le Bikutsi procède de l'expression démocratique dans la société Ekan. En fait, à l'origine, les femmes ne parlaient pas beaucoup en public. Dans la communauté Ekan en général, sans sud-est, les femmes ne parlaient pas en public. Sauf que les femmes avaient cette possibilité, quand elles se retrouvent entre elles, à travers des claquettes et des poésies adaptées, d'exprimer leurs opinions, de tourner en dérision des rivales, des coépouses, des époux non performants et toutes sortes de mauvais comportements dans la société.
c'est généralement les femmes au bord de la rivière qui vont se laver à la rivière et qui parlent de leur mari. C'est généralement les femmes qui rentrent de la cotisation le dimanche et qui ont bien mangé et qui ont bu et qui sont contentes. Ce sont les femmes qui ont rendu cette manière de danser là célèbre. Les hommes ne sont intervenus que par la suite, justement à travers les musiciens qui ont repris donc tout le folklore féminin et l'ont mis en musique. Les hommes ont rejoint d'abord les femmes avec des instruments, dont les tambours et les tam-tams pour accompagner les claquettes. Et après, les hommes ont commencé parfois à s'y associer. Ça, c'est du point de vue purement anthropologique. Autour des années 50, le bikutsi entre dans la modernité grâce à l'un de ses plus illustres précurseurs, Messi Martin. Ce dernier, parmi d'autres qu'oublie le temps, mine les sons des xylophones traditionnels avec la guitare acoustique. Avec son groupe Los Camaroes, ils ont repris et vulgarisé les chansons du folklore beti. Chez les Ekans, le rythme est associé à toutes les étapes de la vie. Quand il y a deuil, il y a le rythme du deuil. Quand il y a fête, il y a le rythme de la fête. Quand c'est une affaire de jeunes, il y a le rythme de la jeunesse. Quand c'est une affaire de patriarche, il y a le rythme des patriarches. Le rythme est associé à toutes les péripéties de la vie. Vous imaginez que quand vous allez à un deuil chez les petits, par exemple, vous voyez jouer les sangs et les gens dansent. Mais en fait, ce n'est pas la joie qu'on exprime. C'est que le rythme chez les Ekans est associé à l'expression de toutes les émotions dans la vie. L'Ekan est un genre qui se joue en 3 quarts. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est du 3 quarts. Et dans le 3 quarts, il y a l'Inyungue, il y a l'Ozila, il y a le Koué. Et on a encore d'autres genres tels que l'Essani, tels que le Mbali, notamment qui est connu, très connu chez les Mbali Touzi. Mais il y a encore des genres qui sont un peu comme des berceuses. Hein? Les berceuses, on a l'Ovengue. On a le Milanga, qui est un genre de musique du type bikutsi, qui est même très poétique, qui s'apparente un peu à l'Ekan, mais dont la cadence n'est pas similaire à l'Ekan. Tout ceci n'est que fait par des définitions polyrythmiques, parce qu'il faut bien se le dire, les genres de musique bantou, beti et kan sont des musiques essentiellement percussives. Et c'est la percussion qui définit le genre musical chez les bantou, beti et kan. En 1982, Jean-Marie Aranda met sur pied un groupe qu'il baptise les Têtes Brûlées. C'était une équipe très élargie que nous avons appelée les Têtes Brûlées, un projet culturel tourné vers une musique traditionnelle avec pour but d'internationaliser. Il réussit avec maestria à réunir sur un même plateau deux virtuoses de la guitare, Atebas à la basse et Zanzibar à la guitare solo, mais aussi les percussions d'Afata et autres instruments à vent. Un premier album est né, c'est Le Feu d'artifice. « 1982 n'est pas seulement la naissance du bikutsi révolutionnaire, c'est surtout l'accession au pouvoir d'un natif de la forêt. Y aurait-il une corrélation entre l'arrivée au pouvoir du président Paul Biya et l'explosion de ce rythme ?
leur emboîteront le pas Nkodo Sitoni, Ntondembe, Opik Zoro et bien d'autres qui, avec zèle, ajouteront leur grain de sel à cette soupe musicale. J'ai envie de dire qu'il y a plus d'une façon de danser le Bikutsi. D'ailleurs, un auteur le définit bien ce Bikutsi en la personne d'Atebas Mvondo, qui dit le Bikutsi, c'est un rythme de chez nous, ça se danse avec ou sans cavalière. Mais en réalité, ça dépend du genre. L'Ekan a sa danse. Et tout le monde ne danse pas l'Ekan. D'ailleurs, l'Ekan est un rituel. Les femmes ne dansaient pas l'Ikutsi quand elles étaient en période de menstruation. Les femmes ne dansent pas le Mbalitudi quand elles sont enceintes. Le Bikutsi, dans son principe, est un rythme qui pousse à l'ambiance. Le Bikutsi se dansait avec des contorsions du buste. Je dis bien le buste et pas les fesses. Aujourd'hui, le Bikutsi s'est enrichi des musiques urbaines. Ça se danse de différentes façons. Mais originellement, si vous voulez voir exactement comment on dansait les Bikutsi, il suffit de regarder par exemple les chorégraphies d'Aïssi le Duc. Tu t'engages. Tu es la lumière de ma vie. Ton amour est ma lampe de poche. C'est toi qui peux changer ma vie. Je m'engage. Tu t'engages. Aujourd'hui, tout le monde le danse. Et tout le monde le danse bizarrement. Mais certainement, il ne se danse pas comme il se danse maintenant avec le popotin en l'air, parfois mal vêtu, dénudé, etc. Ce qui caractérise le cercle d'exécution du Bikutsi, c'est que c'est un environnement de liberté. Vous n'avez pas besoin, quand vous allez dans un cabaret de Bikutsi, de partir avec une compagne. Il y a toujours une compagne sur la piste qui est en train de danser et qui accueille le compagnon qui veut l'accompagner à la danse. Vous n'avez pas besoin de connaître le voisin, parce que quand vous commencez à danser, vous fraternisez immédiatement. C'est ça l'âme intrinsèque du Bikutsi, c'est une âme de brassage, de fraternité, de communion, j'allais dire de fusion, débouchant sur des effusions humanisantes. Dans le Bikutsi, vous avez la composante des berceuses, les berceuses traditionnelles que les mamans exécutaient pour accompagner les enfants au sommeil. Ça, d'ailleurs, je crois qu'il y a une version moderne avec Outou Marcelin. Le Bikutsi suit son bonhomme de chemin jusqu'à la réouverture au multipartisme autour des années 90. Ce multipartisme convoque lui aussi la multiplicité des points de vue. C'est aussi à partir de ce moment que le Bikutsi se pense au féminin. Sur ce dernier genre, trône une véritable amazone au sex-appeal bestial, venue en courant des profondeurs de la forêt équatoriale. Katino. Derrière ces chorégraphies aux envolées voluptueuses, aura pris l'ascenseur pour
pour se hisser très haut sur le trône en véritable reine des chœurs, femme du peuple, opium de la mêlée. Ses paroles, ses gestes et même sa philosophie du Bikutsi sont devenus un véritable vatmekum pour les mélomanes de ces années-là et même ceux de ces années-ci. L'ouverture du XXIe siècle s'écrit en bits, bits et octets, qui fabrique une deuxième révolution au Bikutsi où se mélangent en fractal pour digital récital des sonorités transcendantales. Dans les machines, c'est ce qui préexiste. Les machines n'ont pas inventé ce qu'on trouve dedans. Et ce que vous trouvez dans le synthé, c'est simplement le son d'une coule que le technicien a capté, a enregistré, a modélisé. Donc je pense que ce que l'instrumentalisation moderne enlève au Bikutsi avec la programmation électronique, c'est le privilège de la sueur, le privilège de la transpiration, le privilège des émotions humaines qui sont, parce qu'il y a beaucoup d'improvisation dans le Bikutsi aussi. Beaucoup d'improvisation in situ, c'est-à-dire que quand les gens exécutent le Bikutsi dans les cabarets par exemple, si vous y allez souvent, vous verrez qu'il y a des moments où le musicien entre en transe et peut laisser aller songer. Il se trouve qu'avec la modernisation, ces possibilités reculent. Ça a du bon et du moins bon. Le bon, c'est qu'on peut maintenant transmettre de manière scientifique le Bikutsi comme bagage culturel, héritage culturel aux nouvelles générations. L'inconvénient, malheureusement, et cet inconvénient est lisible au nombre d'anciens musiciens de Bikutsi qui sont expatriés. C'est que quand quelqu'un a commencé à faire du Bikutsi comme rythme patrimonial à partir d'un génie naturel et qu'il se retrouve dans un environnement où on le formate dans le cadre d'une programmation scientifique rigoureuse, le génie s'éteint. L'ordinateur n'est rien d'autre qu'un instrument qui te permet d'avoir et le mixeur et les instruments et la facilité de beaucoup de choses qu'on faisait avant en prenant beaucoup de temps. On le fait spontanément. Donc c'est des avancées qu'on ne peut même pas nier ni calculer. C'est-à-dire qu'au départ, l'ordinateur avait un problème, on disait que son son était métallique. Mais aujourd'hui, avec les avancées technologiques, c'est le son le plus chaud. Le seul handicap qu'on peut voir dans ça, c'est que ça a introduit dans la musique des gens que je peux dire des paresseux, ou alors des parvenus, ou alors des gens qui ne sont vraiment pas artistes, parce que l'ordinateur, étant donné qu'il te donne beaucoup de possibilités, fait en sorte que celui qui n'a même pas la fibre artistique peut déjà faire un beat qui ressemble à quelque chose. Et parfois, ils se disent dans leur tête qu'ils sont déjà des artistes et qu'il faut directement, c'est-à-dire que quelqu'un écrit un disque aujourd'hui, il veut l'enregistrer demain, le lendemain le mettre dehors. Alors que la musique a besoin c'est comme le vin, il a besoin de grandir, c'est comme toute chose. Les grands groupes de Bikutsi comme les Têtes Brûlées, moi je les connais quand j'étais encore petit, c'est les gars avant de sortir, ils avaient fait des années, ils s'entraînaient chaque jour. Les automatismes se sont mis en place et c'est ça qui fait le succès qu'ils ont eu. Le Bikutsi, cet art musical séculier, n'a pas seulement engendré des stars aux réputations de tsars, mais aussi, et malheureusement, un creuset volubile de tard sans tard. Initialement consommé dans des lieux d'initiés, ceinturé par la censure des médias d'antan, il n'a pas pu esquiver la bousculade de la supermodernité, l'insaisissable World Wide Web, qui tend sa toile dans les lieux insoupçonnés, drainant ça et là des dérives sonores, gestuelles et visuelles vers des âmes pures, fragiles et innocentes. C'est une musique qui ne choisit plus son public ou ses audiences. Et la première conséquence que l'on peut avoir à constater, c'est que justement, les très jeunes enfants, dont l'éducation doit être encadrée d'une certaine pudeur,
d'un certain rapport à l'intimité se retrouvent là, d'une manière comme d'une autre, violentés par les suggestions en termes de paroles ou même les mots qui sont très souvent prononcés dans ces bikoutsis-là. Et ça, on peut le dire que ça crée un problème par rapport à l'éducation de ces enfants-là et par rapport au rapport qu'ils doivent avoir entre ce qui relèverait du privé, de l'intime, et ce qui relèverait du public. Autour d'un certain nombre de festivals et manifestations culturelles, le rythme des peuples de la forêt continue sa danse, s'entretient, se délecte, se vulgarise et se pérennise comme il peut, kahin kaha, volens nolens, entraînant avec lui les enseignements de nos illustres ancêtres, des futurs chantres, chorégraphes et instrumentistes. Je voudrais saisir l'opportunité de ma présence ici pour souligner le soutien, bien que modeste, et l'accompagnement permanent du ministère des Arts et de la Culture et partant de l'État, sous l'impulsion de l'inspirateur de la politique culturelle nationale, le président de la République, son Excellence Paul Biya, et sous la coordination du Premier ministre chef du gouvernement, son Excellence Philémon Yang, qui promeuvent l'art et la culture de notre pays et contribuent au rayonnement international, à son rayonnement à travers le monde. Il est évident que cet accompagnement ne peut être efficace que si la collaboration souhaitée est permanente entre, d'une part, les opérateurs culturels et, d'autre part, le ministère des Arts et de la Culture. Le festival Bikoutsi a beaucoup contribué à l'éclosion en fait, et à la pérennité même du rythme Bikoutsi, surtout dans le sens moderne du terme, à travers les arts du spectacle. Donc il faut rappeler que depuis sa création, donc, il y a 24 ans environ et 19 éditions aujourd'hui, et ce festival donne l'opportunité à 30 artistes par édition de prester sur la scène, quoi. Le Cameroun ne disposant pas d'école de musique, à proprement parler, les cabarets sont également des écoles, des lieux d'initiation où les jeunes se forment dans la musique. Et la plupart des musiciens qui viennent du Bikoutsi ont été formés de cette manière-là. C'est-à-dire que personne là-dedans n'a véritablement fait une école de musique. Enfin, seuls quelques-uns ont fait des écoles de musique. Tous les autres, ils ont été formés dans les cabarets. Le bikoutsi, comme d'autres musiques qui apaisent, adoucit et séduit les mœurs. Ce résiduel but reste intact et surnage dans l'océan tumultueux des dérives qu'on lui connaît aujourd'hui. La valeur thérapeutique de l'ikoutsi ne peut être faite que par la musicalité et par l'ensemble des instruments accordés à l'ikoutsi. À partir de ce moment-là, il faut se référer à l'anthropoculture. Quels étaient les instruments employés pour faire l'ikoutsi? Le tam-tam, le tambour, ce qu'on appelle le mbé, le menzang ou encore l'envet oyeng, les maracas ou encore les claquettes. Le beti où la population Ekan savait que à la tête d'un malade, au chevet d'un malade, comme pour un enfant, il fallait lui faire des chansons. L'ikoutsi avait un côté de soin de la psychologie. Il fallait faire de la musique pour soigner ceux qui avaient des problèmes psychologiques, j'allais même dire psychique. Et c'est cette science que l'on retrouve aujourd'hui en musicothérapie. Ce que le bikoutsi, lui, c'est un rythme de fraternisation, de communion fraternelle et de fusion amicale, dont il ne pousse pas, il ne prépare pas la guerre, il ne prépare pas la violence. Même les propos déplacés qui sont parfois tenus dans les chansons bikoutsi sont en fait une sorte d'exutoire. Ça permet d'évacuer les rancœurs, les aigreurs
Et de sorte que quand ces égrégores sont évacués ainsi par la voie musicale, ça ne donne pas lieu à des voies de fait, à des violences humaines. C'est cela, ça s'appelle la fonction cathartique de la musique. Mais cette âme pure, instillée dès la jeunesse par nos mères, grand-mères et arrière-grand-mères, en joie ou en pleurs aux abords des rivières, à l'orée des champs et des forêts, survivra pour des siècles et des siècles encore. Ainsi soit-il.